Une unité de patrouille canine émergea de la brume de chaleur chatoyante, l'air lourd et âcre d'essence. Il n'était jamais censé être sur cette piste en terre. Mais au cœur du haut désert, à l'intérieur d'une berline imbibée de carburant, un garçon de 7 ans et son petit frère gisaient ligotés et silencieux, laissés pour morts. Personne n'a vu l'agent arriver. Personne ne croyait qu'il serait retrouvé à Ting, mais l'agent se souvenait d'un échec qu'il ne pouvait pas répéter, et son partenaire K9 sentait le danger. Ce qui arriva ensuite vous fera pleurer et croire aux secondes chances, même pour ceux qui étaient oubliés. Avant de commencer, dites-moi d'où vous regardez. Indiquez votre pays dans les commentaires ci-dessous. Et si vous croyez qu'aucune âme humaine ou animale ne devrait être laissée seule face aux flammes, appuyez sur le bouton d'abonnement, car cette histoire, qu'elle-ci pourrait bien restaurer votre foi dans les miracles. La chaleur était un poids physique. L'Interstate 40, traversant le haut désert de l'Arizona, était un ruban noir chatoyant disparaissant dans un mirage. C'était fin août, 3 heures du matin, et le Toyota Tundra, aménagé en unité de patrouille K9, enregistrait une température extérieure de 45 degrés Celsius. L'air n'était pas seulement chaud, il était épais, oppressant, et sentait la roche cuite et le créosote. À l'intérieur de la cabine, le climatiseur haletait, menant une bataille perdue d'avance, ne parvenant qu'à transformer l'air brûlant en un soupir tiède et recyclé. Au volant était assis l'agent Caleb Calthorne. À 38 ans, Cal en paraissait 48. Il possédait la constitution maigre et musclée d'un homme constamment en mouvement, mais son énergie avait depuis longtemps atteint un point mort. Ses cheveux bruns courts étaient humides de sueur sous sa casquette d'uniforme, et les cheveux gris à ses tempes semblaient avoir considérablement avancé au cours de la dernière année. Ses yeux, un bleu pâle, étaient fixés sur la route sans fin, mais il ne voyait pas vraiment le paysage. Il rejouait d'anciens échecs. Il portait son uniforme beige impeccable et le lourd gilet pare-balles en dessous, comme une armure qu'il était fatigué de porter. Cal était un bon flic, méticuleux et professionnel. Mais l'étincelle, la conviction qu'il pouvait réellement changer les choses, avait disparu. Il était juste fatigué. À l'arrière, dans une niche climatisée faite sur mesure qui occupait toute la zone des sièges arrière, se trouvait son partenaire, Maverick. Maverick était un berger allemand de 5 ans. Et ce n'était pas un simple chien, il était grand pour sa race. 90 livres de muscles tendus avec un pelage zibeline foncé qui semblait presque noir dans l'ombre du camion. Son intelligence était dérangeante. Il n'obéissait pas seulement aux commandes. Il analysait les situations. Il avait ce que les autres agents appelaient le facteur étrange, une sorte de bizarrerie ou de trait surnaturel. Il était distant, presque dédaigneux envers tout le monde, sauf Cal. Pour Cal, la loyauté de Maverick était absolue, frisant l'obsession. En retour, Cal faisait plus confiance aux instincts du chien qu'aux siens propres à ce moment-là. Alors que d'autres chiens allaiteraient ou freinaient les 100 pas dans la chaleur, Maverick économisait son énergie, allongé parfaitement immobile, sa tête massive reposant sur ses pattes, observant le monde à travers la vitre renforcée. Les phalanges de Cal blanchirent sur le volant. Il pensait à la demande de congé posée sur son bureau. Il avait juste besoin d'une pause. Il avait besoin de ne pas être dans cet uniforme, dans ce camion, dans cette chaleur maudite. La monotonie de la patrouille était presque aussi mauvaise que le chaos. Des heures de rien ponctuées de moments d'adrénaline pure. Mais dernièrement, l'adrénaline semblait anormale. Elle ressemblait à de la panique. Le sentiment était lié à un anniversaire, un qu'il ne marquait sur aucun calendrier, mais qui hantait son sang. Il y a 3 ans, une visite de contrôle social, une fillette de 9 ans nommée Anna. Le beau-père avait été charismatique, poli, tout sourire. L'instinct de Cal lui avait crié que quelque chose n'allait pas. Les yeux de l'homme ne correspondaient pas à son sourire, mais Cal avait suivi la procédure. Il n'avait pas insisté. Il n'avait pas fait confiance à ce sentiment silencieux dans son propre ventre.
Ils avaient retrouvé Anna 3 jours plus tard dans une fosse peu profonde à 20 mètres de la ville. Le beau-père était parti depuis longtemps. Cet échec avait vidé Cal, le laissant une coquille qui doutait de chaque instinct, de chaque décision. Il avait échoué avec Anna. Il ne pouvait pas risquer d'échouer de nouveau, alors il conduisait simplement. La radio crépita, déchirant le lourd silence de la cabine. Canov Delta, vérification de statut. La voix appartenait à Sarah, une des nouvelles opératrices. Elle était jeune, optimiste et douloureusement joyeuse, un contraste frappant avec le cynisme sec et cuit du haut désert. Cal souleva le récepteur. Kenner, Delta 104, dit-il, sa voix rauque. Borne kilométrique 189 ouest, tout est calme. Bien reçu K9 Delta, répondit Sarah d'un ton enjoué. Alerte météo vient d'être mise à jour. L'indice de chaleur atteint son maximum. Restez hydraté là-bas, vous et votre partenaire. Cal grogna une réponse évasive et raccrocha le micro. Restez hydraté, hein? Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, vérifiant le thermomètre numérique de la niche de Maverick. 22 degrés. Le chien était plus confortable que lui, comme il se doit. Il conduisit encore 10 minutes, l'étendue infinie de roches grises et de broussailles squelettiques s'étirant jusqu'à l'horizon. Le soleil frappait sans relâche le pare-brise. Il était perdu dans le souvenir de la photo d'Anna dans son dossier, la dent de devant manquante, la barrette rouge vif quand tout le camion vibra. Ce n'était pas la route, c'était Maverick. Cal revint brusquement au présent. Il regardait dans le rétroviseur. Maverick, qui avait été inactif depuis des heures, était debout. Il n'était pas juste debout. Il était rigide. Ses oreilles étaient dressées vers l'avant. Ses poils se hérissaient et un grognement sourd roulait profondément dans sa poitrine. C'était un son que Cal n'avait pas entendu depuis 6 mois. Un son qui signifiait une menace, pas un animal. « Qu'est-ce que c'est, Mav ?» murmura Cal, son propre cœur se mettant soudainement à battre plus vite. Maverick ne grogna pas seulement, il explosa. Il jeta son corps de 90 livres contre la porte de la niche et une salve d'aboiements remplit la cabine. Pas des aboiements d'avertissement, mais furieux, urgents. Des sons de clang, clang, clang de pure alarme. « Maverick, chut !» claqua Cal, agacé, ses nerfs à vif. Il était fatigué, il avait chaud. Et la dernière chose dont il avait besoin était que le chien réagisse à un coyote. « Calme-toi. Qu'est-ce que c'est que... » Il tapota les freins, ralentissant le toundra, abaissant sa vitre pour crier à ceux qui avaient mis le chien en rage. Dès que la vitre glissa, l'illusion du climatiseur disparut. L'air à 45 degrés le frappa comme un coup physique, aspirant l'humidité de ses poumons. Et puis, porté par ce vent surchauffé, vint l'odeur. Il se figea. Le sang lui gela dans les veines malgré la chaleur. Ce n'était pas un pneu brûlé qui sentait le caoutchouc acide et l'acier. Ce n'était pas un feu de broussailles qui sentait la fumée et la terre. C'était chimique, c'était âpre, volatile et d'une douceur écœurante. C'était l'odeur d'une buse de pompe à essence restée ouverte. Une odeur écrasante qui saturait l'air. De l'essence brute, non brûlée et en quantité immense. Cal freina brusquement. Le toundra dérapa et s'immobilisa sur l'accotement, la poussière s'élevant en panache autour d'eux. Maverick était maintenant frénétique, aboyant, et se jetant contre la niche, confirmant ce que le nez de Cal lui criait. Il y avait une mer d'essence quelque part à proximité, cuisant sous le soleil du désert, attendant une seule étincelle. L'odeur était la Cal. Cal embraya le toundra, ignorant le gémissement de la transmission, alors qu'il tournait brusquement le volant à droite, quittant l'autoroute goudronnée, en cahotant pour une piste en terre non marquée, brûlée par le soleil, qu'il n'aurait jamais remarqué de sa vie. La poussière épaisse comme du talc enveloppa instantanément le camion, le forçant à se fier aux contours vagues du chemin. Maverick aboyait toujours, un son percussif frénétique qui martelait les nerfs déjà à vif de Cal. « Maverick! Janou!
Assez, aboya-t-il, utilisant la dure commande allemande. Le chien se tut instantanément, mais le silence était pire. Il était rempli du son de l'halètement à grande vitesse du chien. Un huff, huff, huff rapide de pure concentration instinctive. Cal éteignit ses lumières et sa sirène. Il roulait dans l'obscurité. Le camion cahotait et gémissait sur le terrain accidenté, le châssis hurlant de protestation. À 200 mètres, la piste se terminait, protégée de l'autoroute par un mur bas de roches rouges dentelées et des arbres de Josué squelettiques. Et là, elle était, une berline de la fin des années 90, d'une couleur qui aurait pu être beige autrefois, mais qui n'était plus que de la crasse et de la rouille. Elle était garée le nez le premier dans les broussailles, comme si elle avait été conduite à la hâte et abandonnée. La plaque d'immatriculation était recouverte de boue. Elle hurlait que quelque chose n'allait pas. Cal gara le Tundra à 15 mètres en arrière, positionnant le camion de manière à offrir une certaine couverture tout en lui donnant une ligne de visée claire. Il coupa le moteur. Le silence soudain du désert fut absolu, brisé seulement par le tink-tink de son propre bloc moteur qui refroidissait et la vapeur d'essence écrasante qui faisait pleurer les yeux. Ce n'était plus seulement une odeur, c'était une présence physique. Il pouvait sentir le goût des fumées sur sa langue, un goût métallique qui tapissait le fond de sa gorge. « Marche !» ordonna Cal. « Surveille !» Maverick ne bougea pas, mais sa tête massive était fixée sur la berline, les oreilles pivotant, une statue sculptée d'ombre et de tension. Cal dégaina son Glock 22, le poids familier se posant dans sa paume. Il sortit du camion et la vague de chaleur et de fumée faillit lui faire plier les genoux. Il regarda le sol. Ce n'était pas une flaque, c'était un déluge. La terre sèche et craquelée autour de la berline était sombre et saturée, un halo noir brillant de plusieurs pieds de large dans toutes les directions. Le liquide avait été versé sans discernement sur le capot, le toit, dégoulinant le long des vitres. C'était un miracle que la chaleur seule ne l'ait pas enflammé. Il se déplaça en position accroupie, gardant le camion entre lui et la berline aussi longtemps que possible. Il fit un large cercle, ses bottes crissant sur le gravier, s'approchant par l'arrière du panneau de custode. Il évita le sol imbibé, son esprit s'emballant. Voiture volée, transport de drogue qui a mal tourné. Il scanna les sièges avant, vides. L'intérieur semblait dépouillé. Des ordures jonchaient le plancher. Son entraînement lui disait de vérifier le coffre, mais son instinct, l'instinct qu'il avait appris à ignorer, l'instinct qui criait encore Anna, le poussait vers la vitre arrière côté passager. Il l'entendit alors sous le bourdonnement des insectes. Un coup sourd, puis un autre coup sourd, suivi d'un gémissement aigu et désespéré, mince comme un fil, presque emporté par le vent. Son sang se glaça. Il fit les 3 derniers pas, le pistolet levé, retenant son souffle contre les fumées. Il jeta un coup d'œil à travers la vitre teintée et graisseuse. Le monde se dissipa. La chaleur, l'odeur, l'affaire Anna, tout disparut, remplacé par une clarté froide, nette et horrifiante. Ce n'étaient pas des ordures sur la banquette arrière. C'étaient des enfants. Un petit garçon, Léo, fut la première chose qu'il vit. Il ne devait pas avoir plus de 7 ans. Il était attaché dans un siège réhausseur bleu délavé, mais ce n'était pas la ceinture de sécurité de la voiture qui le maintenait. Une corde jaune épaisse et abrasive, du genre utilisé pour les sangles industrielles, était enroulée violemment autour de sa petite poitrine et de ses épaules, le maintenant si fermement au siège qu'il pouvait à peine bouger. Ses poignets étaient attachés aux accoudoirs en plastique avec la même corde. Une large et cruelle bande de ruban adhésif argenté couvrait la moitié inférieure de son visage, s'étirant d'une joue à l'autre, scellant sa bouche. Mais c'étaient ses yeux. Cal avait vu la mort, la dépravation et le regard vide des toxicomanes. Il n'avait jamais vu ça. Les yeux du garçon étaient d'un marron profond et sombre, grands ouverts,
et fixés directement sur ceux de Cal. Ils étaient primitifs. C'était un cri brut et silencieux qui semblait ébranler les fondations même du désert. Des larmes coulaient de ses yeux, traçant des chemins nets à travers les couches de sueur et de crasse incrustées sur son petit visage. Le coup sourd revint. Le garçon, voyant Cal, luttait contre les cordes avec une énergie animale désespérée. Thump, thump. Il donnait des coups de tête à la vitre, la seule partie de son corps qu'il pouvait bouger, laissant de petites traces graisseuses sur le verre. Il suppliait, mendiait, essayait de briser la vitre avec son propre petit crâne. Le regard de Cal se tourna brusquement sur le côté, vers les lamentations. À côté de Léo, sur le siège taché, se trouvait un porte-bébé portable. À l'intérieur, à moitié enfoui dans une couverture sale, se trouvait un bébé, Cody. Il était minuscule, peut-être 6 mois, son visage d'une teinte terrifiante de cramoisie due à la chaleur et aux cris. Il était trempé de sueur, ses petits poings serrés, sa bouche grande ouverte dans un cri qui s'affaiblissait rapidement dans l'air suffocant. Ce n'était pas une voiture abandonnée. Ce n'était pas un trafic de drogue. C'était un cercueil. C'était une bombe. C'était Lina, encore une fois. Mais cette fois, il était là. La main de Cal, celle qui tenait le Glock, tremblait, non de peur, mais d'une rage si pure qu'elle menaçait de le consumer. Il remit le Glock dans son étui, son esprit s'emballant. Il devait les sortir. Les vitres étaient scellées. La voiture était un four et elle était assise dans une mer de carburant à indice d'octane élevé. Il regarda la poignée de porte, sa main s'y tendant, et c'est alors qu'il entendit le bruit d'une botte raclant le gravier juste derrière l'affleurement rocheux à 20 mètres. Il n'était pas seul. Le raclement de la botte sur le gravier revint. Le corps de Cal fut inondé de l'adrénaline glaciale de la scène dans la voiture. Il pivota instantanément. Il se jeta en arrière, plaçant le métal rouillé de la berline entre lui et le bruit invisible. Son Glock 22 maintenant levé en position d'attente élevée, à 2 mains. Son cœur était un oiseau piégé contre ses côtes. Anna, Anna, Anna. Le nom était un rythme d'échec dans sa tête. Pas encore. Il était exposé. Les enfants s'étaient exposés. Toute la zone était une bombe à air carburée attendant une étincelle. Il pressa le bouton d'émission de son micro d'épaule. Sa voix était un grognement bas et urgent. Canal Delta à la régulation, code 1034. J'ai 2 enfants, pédiatriques, piégés dans un véhicule imbibé d'accélérant. Suspect sur place. Je suis sur l'I-40. Grésillement, Bourne 190. Grésillement, demande immédiate. Grésillement, la radio lui crépita en réponse. Le signal haché par la géographie du haut désert. Il put juste distinguer la voix de Sarah. Aiguë et faible. Delta. Répété. Signal. Fait. Inutile. Il y était seul. La réalisation fut aussi froide et dure que la crosse de son pistolet. Police. Montrez-vous. Faites-les maintenant, cria Cal, sa voix tendue, essayant de projeter une autorité qu'il ne ressentait pas. Le silence qui suivit fut lourd. Le seul son était le cri désespéré et affaibli du bébé Cody depuis l'intérieur de la voiture. Un son qui était comme une lame de rasoir glissant sous la peau de Cal. Puis une silhouette sortit de derrière la grande formation rocheuse rouge à 20 mètres. C'était une femme. Elle ne courait pas. Elle ne se cachait pas. Elle était juste là. C'était Rhonda. Elle avait peut-être 35 ans, bien que le soleil impitoyable de l'Arizona ait déjà commencé à graver de fines lignes autour de ses yeux et de sa bouche, la faisant paraître plus âgée. Elle était mince, mais pas de manière délicate. Elle était nerveuse. Un assemblage d'angles tendus et d'énergie nerveuse. Ses cheveux blonds cendrés étaient attachés en une queue de cheval fonctionnelle et serrée qui exposait la forme de son crâne. Elle portait un short en jean coupé, effiloché en bas, et un débardeur rose délavé, sombre de taches de sueur. Elle ressemblait à un millier d'autres femmes que Cal avait vues dans cette partie de l'État.
Des femmes épuisées par la chaleur, la pauvreté et les mauvais choix. Mais lorsqu'elle entra dans la clairière, Cal vit la différence. Dans sa main gauche, qu'elle tenait nonchalamment un petit jerrycan d'essence rouge d'un gaillon, le dernier. Elle venait clairement de le vider, et dans son expression, il n'y avait rien. Pas de peur, pas de surprise, pas de remords. Ses yeux, d'un bleu pâle et délavé, étaient aussi plats et vides que le ciel du désert. Elle regarda la berline où les deux enfants suffoquaient, avec l'agacement détaché de quelqu'un qui regarde une tâche qu'il vient de terminer. Elle avait planifié cela. Le calme étrange et troublant que Cal ressentait était la patience froide et méticuleuse d'une sociopathe. Ses enfants, Léo et Cody, n'étaient pas ses enfants. Ils étaient ceux de son mari issus de son premier mariage. C'étaient des fardeaux. C'étaient des obstacles gênants, bruyants et coûteux qui se dressaient entre elle et la vie qu'elle estimait méritée. Cette piste abandonnée et isolée, la vieille voiture, la chaleur torride. Tout cela faisait partie d'un plan parfait. Un accident tragique. Une mère désespérée, elle, qui a essayé d'obtenir de l'aide, mais la vieille voiture a juste pris feu trop vite. Elle avait probablement répété son histoire larmoyante devant le miroir. Cal sentit la rage d'Anna, monter dans sa poitrine. « Police, lâche le jerrycan, mets-toi au sol, face contre terre maintenant », hurla Cal, sa voix tendue, essayant de projeter une autorité qu'il ne ressentait pas. Les yeux bleus et plats de Rhonda se tournèrent lentement de la berline vers Cal. Elle enregistra son uniforme, son insigne, le pistolet pointé directement sur son centre de masse, puis la chose étrange se produisit. Elle sourit. Ce n'était pas un vrai sourire. C'était un rictus, un léger étirement méprisant au coin de sa bouche qui disait « Vous êtes trop tard ». Elle ne courut pas, elle ne se rendit pas, elle laissa simplement tomber le jerrycan. Il atterrit avec un bruit sourd et doux dans la poussière. « Au sol! Je ne le répéterai pas !» cria Cal, faisant un pas vers elle, son pistolet stable. Maverick, sentant le changement, laissait échapper un grognement bas et vibrant du tundra. « Il fait tellement chaud aujourd'hui, Jean, » dit Rhonda. Sa voix était mince, comme de l'herbe sèche qui se brise. Elle ne se dirigea pas vers le sol. Au lieu de cela, ses mains se dirigèrent lentement vers la poche arrière de son short en jean coupé. « Mains! Montrez-moi vos mains! Ne bougez pas! » cria Cal, son doigt se resserrant sur la gâchette. Elle l'ignora. Sa main plongea dans la poche et en ressortit. Elle ne tenait pas d'arme. Elle tenait un petit morceau de métal rectangulaire, un briquet Zippo en chrome brossé. Le sang de Cal se glaça. Il reconnut ce son avant même qu'il ne s'enregistre. Clic. Le claquement métallique du couvercle du Zippo s'ouvrant résonna dans la clairière silencieuse. C'était le son le plus fort que Cal ait jamais entendu. Elle tend le briquet levé, le bras tendu, son pouce posé sur la roulette d'allumage. Elle le regardait droit dans les yeux, ce même horrible sourire triomphant sur son visage. C'était un défi. C'était une déclaration. Elle était à 20 mètres de lui, mais seulement à 5 mètres du bord de la mare d'essence. Elle savait tout comme lui que dès l'instant où elle actionnerait cette roulette, l'air lui-même s'enflammerait. Les fumées étaient si épaisses que l'explosion serait instantanée. Elle incinérerait les enfants, la voiture, et probablement elle-même avec. Et elle s'en fichait. « Vous êtes trop tard, agent », murmura-t-elle, bien qu'il ne pût pas entendre les mots, seulement en voir la forme sur ses lèvres. Elle allait le faire juste devant lui. Elle allait le forcer à regarder Anna mourir encore une fois. Le temps cessa d'être linéaire. Ce n'était plus une rivière, mais un seul instant figé et terrible. Le clic du couvercle du Zippo s'ouvrant était le seul son dans l'univers. Le pouce de Rhonda, taché de nicotine, était posé sur la roulette d'allumage. Cal vit la détermination dans ses yeux plats et morts. Elle allait le faire. Elle allait le forcer à regarder Anna mourir encore une fois. Son esprit fit le calcul. 20 mètres. Il était à 20 mètres d'elle. Elle était à 5 mètres de la voiture. Même à pleine vitesse, il n'y arriverait pas.
Il ne pouvait pas se tirer. Le flash du canon, l'impact de la balle, même une étincelle perdue du ricochet, pouvait enflammer les fumées et transformer toute la zone en une boule de feu. Il était échec et mat. Non, pas échec et mat, il lui restait un coup. Il avait un partenaire. Un partenaire étrange qui ne jouait pas selon les règles normales. Il abandonna sa position de tir, sa main droite lâchant le pistolet. Elle ne chercha pas le micro. Elle se porta à sa ceinture de service, son pouce trouvant le petit bouton recouvert de caoutchouc de la télécommande d'ouverture de porte. Sa voix, quand elle vint, n'était pas une requête. C'était un rugissement qui arracha son âme, dirigé vers la vitre ouverte de son tundra. Maverick attaquait là maintenant. Simultanément, son pouce frappa le bouton. Thunk! Le bruit du solénoïde robuste se déclenchant dans le tundra fut instantanément suivi par le claquement de la porte de la niche K9 s'ouvrant en grand. Il n'avait pas besoin de regarder. Il le savait déjà. La sommation avait été une flèche noire silencieuse. Mais c'était plus. C'était de la physique. C'était une fureur condensée. Maverick explosa hors du camion. Ce n'était pas l'aboiement d'un chien de garde ou la course ludique d'un animal de compagnie. C'était le lancement silencieux et létal d'une arme entraînée. 90 livres de muscles ziblines concentrés, ras du sol, les pattes battant, dévorant les 20 mètres de terre compactés en un flou qui défiait la logique. Il ne courait pas, il volait. Son seul objectif était la cible que Cal avait commandée. Rhonda entendit le cri. Elle hésita pendant une fraction de seconde fatale, son regard papillonnant du zippo dans sa main vers l'agent qui approchait. Elle n'avait pas tenu compte du chien. Son pouce commença à bouger. Le grincement granuleux de la roulette d'allumage frottant contre la pierre venait juste de commencer. Les premières minuscules étincelles oranges n'étaient pas encore nées lorsque Maverick arriva. Il ne mordit pas. Il n'aboya pas. Il la frappa. Ce fut une frappe aérienne de plein corps exécutée avec une précision terrifiante. Il ne visa pas sa main. Il visa son centre de masse, exactement comme il avait été entraîné à maîtriser un suspect en fuite. Son cadre de 90 livres, se déplaçant à près de 30 mph, entra en collision avec son corps nerveux de 110 livres. Le son ne fut pas un cri. Ce fut d'un bruit sourd et répugnant, comme un flanc de bœuf jeté sur du béton. Rhonda fut soulevée de ses pieds. L'impact la projeta en arrière, sa colonne vertébrale se pliant, un souffle coupé d'air explosant de ses poumons. Elle ne laissa pas tomber simplement le briquet. Le zippo fut projeté de ses doigts engourdis, tournoyant sur lui-même dans l'air surchauffé, atterrissant avec un cliquetis inoffensif dans la poussière, à 3 mètres de là. La menace était finie. Non, la menace venait de changer. Rhonda frappa durement le sol, l'arrière de sa tête se fissurant contre la terre compactée. Mais elle était nerveuse, et elle était alimentée par la rage d'une sociopathe. Elle cria un hurlement aigu et mince de pure fureur, pas de douleur, alors que Maverick tournait, atterrissant sur ses pattes, prêt à réengager, elle roula. Sa main ne se porta pas à sa tête blessée. Elle se faufila vers sa cheville droite, disparaissant sous le revers de sa botte. Cal vit l'éclat du métal au soleil, un petit couteau de botte d'apparence sinistre. Sa lame ne mesurait pas plus de 4 pouces, mais était aiguisée comme un rasoir. « Maverick! Recule! » cria Cal, mais c'était trop tard. Rhonda, maintenant à genoux, se jeta non pas sur Cal, mais sur le chien qui avait ruiné son plan parfait. Elle frappa vers le haut, visant sa gorge. Mais Maverick était silencieux. Il était étrange. Il recula en dansant, la lame manquant son poil de moins d'1 pouce. Il était trop rapide. Il atterrit en grognant, les crocs découverts, mais il ne chargea pas de nouveau. Il fit quelque chose que Cal ne l'avait jamais vu faire. Il regarda Honda. Il regarda le zippo tomber. Il regarda la voiture. Il traita toute la situation. Il ne réengagea pas la femme. Il n'alla pas mordre. Il fit quelque chose de plus intelligent.
Il commença à tourner en cercle, un grognement bas et menaçant vibrant de sa poitrine. Il plaçait son corps entre Honda et le Zippo tombé. Il était maintenant en service de garde. Il était d'un mur de 90 livres et sa nouvelle mission auto-assignée était claire. Elle n'atteindrait pas ce briquet. Tout cela, le cri, le lancement, l'impact, le couteau, l'impasse, avait pris moins de 3 secondes. L'instant où Cal vit le Zippo voler, il cessa d'être un maître chien. Il devint un sauveteur. Il remit son Glock dans son étui. Il ne pouvait pas risquer un tir perdu dans cet environnement rempli de fumée et décrocha sa matraque ASP. Il sprinta la distance restante jusqu'à la berline, ignorant la femme et le chien. Il devait faire confiance à Maverick pour faire son travail. Il devait faire le sien. Il atteignit la vitre arrière côté passager, celle contre laquelle Léo tapait encore faiblement sa tête. Il vit les yeux du garçon grand d'un nouveau genre de terreur, regardant le chien et la femme. « Couvre tes yeux, fiston. »« Ferme-le maintenant, » rugit Cal. Il ne s'embêta pas avec la poignée de porte, qui était probablement verrouillée. Il n'avait pas de brise-vitre. Il avait sa matraque. D'un coup de poignet, la tige d'acier télescopique s'ouvrit d'un claquement. Il la leva haut et la battit de toutes ses forces sur le verre trempé. La vitre ne se brisa pas seulement. Elle explosa en une tempête de minuscules cubes scintillants, douchant l'intérieur de la voiture, et enfin, laissant les fumées suffocantes et les cris piégés des enfants s'échapper dans le monde. L'instant où le verre se vaporisa, deux choses frappèrent Cal simultanément, le son et l'odeur. Le son fut le gémissement aigu du nourrisson, Cody maintenant amplifié, un hurlement perçant et désespéré de pure terreur et d'épuisement par la chaleur. L'odeur fut le coup de grâce, un raz de marée de fumée d'essence concentrée, piégée et sous pression à l'intérieur de la voiture surchauffée, jaillit de la fenêtre brisée. C'était si puissant qu'il était presque liquide. La vapeur, chaude et grasse, frappa le visage de Cal, recouvrant ses sinus et ses poumons. Il s'étouffa, reculant instinctivement, ses yeux pleurant si fort que le monde devint flou. Il ne pouvait pas respirer. L'air était poison. Mais Léo, le garçon de 7 ans, ne toussait pas. Il regardait juste fixement, ses yeux fixés sur Cal, toujours piégé. « Anna !» s'étrangla Cal, le nom un halètement. « Pas encore. Bouge !» Il ignora la brûlure dans ses poumons, retint son souffle et plongea ses bras à travers le trou déchiqueté, au-delà de la poussière scintillante du verre brisé. Ses mains trouvèrent la corde épaisse et abrasive qui coupait la poitrine du garçon. C'était complexe, enroulé plusieurs fois. Son couteau de service était à sa ceinture. Il le chercha à tâtons, le monde se rétrécissant au diamètre de son bras, sa vision nageant derrière lui. Derrière lui, il entendit l'impasse continuer. Le grognement vibrant et bas de Maverick et la respiration haletante de Honda. « Il est à moi », siffla-t-elle, toujours concentrée sur le chien et le briquet. « Couvre tes yeux, fiston. Ferme-les maintenant, » rugit Cal, sa voix se brisant à cause des fumées. Il ne savait pas si Léo l'entendait ou même le comprenait. Il coupa vers le bas. La corde était dure. Il la scia, ne la coupa pas. Une fois, 2 fois. La première couche céda. Il s'acharna sur les attaches aux poignets du garçon. Le couteau était tranchant, mais l'angle était mauvais. Il sentit le claquement écœurant lorsque les attaches cédèrent enfin, suivi du clic du harnais en plastique du siège réhausseur. Il saisit le garçon sous les bras. « Je te tiens, fiston. Je te tiens. » Il tira. Et l'horreur du sous-entendu, le traumatisme devint réel. Léo n'était pas un enfant, c'était une statue. Il ne se détendit pas, il ne s'accrocha pas à son sauveteur. Il sortit du siège rigide, ses membres bloqués, son dos droit comme un nid. Cal tira une poupée rigide et aux yeux ouverts de 7 ans des décombres. Son corps un témoignage de la terreur catatonique qui avait consumé son esprit. Ses yeux étaient grands, fixant à travers Cal,
au-delà du désert, l'horreur qu'il venait de subir. Il était silencieux, complètement, terriblement silencieux. Cal cala le corps raide du garçon sous un bras comme un colis tragique et maladroit. Les fumées. Il allait s'évanouir. Il avait quelques secondes. Il laissa tomber le couteau, sa main libre se jetant en arrière dans la voiture, ses doigts accrochant la poignée en plastique du porte-bébé. Il ne regarda pas. Il tira simplement. Le porte-bébé s'accrocha au verre brisé, puis se libéra. Il tenait maintenant les deux enfants, l'un silencieux et rigide, l'autre criant, une brassée chaotique et désespérée de vie et de mort. Il tituba en s'éloignant de la voiture, ses poumons aspirant enfin, avidement, l'air pur du désert qui sentait encore le carburant. Il était étourdi, trébuchant. C'est à ce moment de vulnérabilité que l'impasse se rompit. Rhonda, qui avait été à genoux, vit son moment. Maverick continuait de remplir sa dernière commande, gardant le zippo. Mais l'objectif de Rhonda avait changé. Les enfants étaient sortis. Son plan était ruiné. Et l'homme qui l'avait ruiné se tenait maintenant là, exposé, les bras pleins. Elle n'alla pas chercher le briquet. Elle le visa. « Laisse-moi » hurla-t-elle, la voix n'étant plus mince, mais un hurlement brut et guttural de pure rage. Elle se leva d'un bond, le couteau de botte toujours serré dans sa main droite. « Ils sont à moi à réparer. » Elle se jeta, non pas sur les enfants, mais sur Cal. Elle visa bas avec la lame de 4 pouces, un cran d'arrêt de prisonnier, directement sur son flanc non protégé sous son gilet. Cal la vit bouger. Il vit l'éclat de l'acier. Il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas laisser tomber les enfants. Il ne pouvait pas se défendre. Il tordit son corps, essayant de placer son propre dos entre le couteau et les garçons, se préparant à l'impact, à la douleur aiguë et déchirante. Anna, il ne le sentit jamais. L'attaque contre son maître était le seul déclencheur que Maverick ne pouvait et ne voulait pas ignorer. Le cerveau étrange du chien, qui avait été si patiemment concentré sur le zippo, redirigea instantanément chaque circuit de son corps. La menace n'était plus le briquet. La menace était le couteau et l'attaque contre sa meute. Maverick n'aboya pas. Il ne grogna pas. Il cessa simplement d'être là où il était et apparut là où il devait être. En une seconde qu'il fallut à Rhonda pour traverser le terrain, Maverick le traversa aussi. Il se lança, non pas comme un plaquage, mais comme une arme. Le bras de Rhonda avançait pour le coup mortel. Maverick le rencontra en plein air. Il mordit. C'était la morsure absolue, la morsure entraînée, finale et décisive. Il ne mâcha pas. Il ne déchira pas. Ses mâchoires, avec des centaines de livres de pression, se verrouillèrent de manière décisive et précise sur son biceps droit, celui qui alimentait le couteau. Il y eut un son, un craquement humide et horrifiant. Le cri de Rhonda était inhumain. C'était un son d'une telle agonie et surprise qu'il sembla aspirer l'air du désert. Le couteau de botte cliqueta inutilement sur les rochers. Son bras était ruiné. Maverick maintint la morsure, ses pattes maintenant au sol, son corps rigide, tenant son bras, la clouant sur place, son grognement bas et vibrant, maintenant une menace active et terrifiante. Elle s'effondra, tombant à genoux, le visage blanc de choc et de douleur, le bras toujours dans la gueule du chien. Ce n'est qu'alors que les poumons de Cal semblaient en fonctionner. Il tituba les quelques derniers mètres jusqu'à son tundra, plaçant Léo, silencieux et rigide, et Cody, hurlant et frénétique, sur le siège passager, aussi loin que possible des fumées. Il claqua la porte. Il se tourna, regardant la scène. La berline, une bombe silencieuse. La femme à genoux, tenue par son partenaire. Le zippo toujours scintillant dans la poussière. Il tremblait, mais il était vivant. Ils étaient vivants. Il tâtonna finalement pour son micro d'épaule, sa voix rauque mais victorieuse. K9 Delta à la régulation. Grésillement. J'ai le suspect. Grésillement.
Le suspect est 1051. Grésillement. Envoyez les EMS. Envoyez tout. Les enfants sont en sécurité. Je répète, les enfants sont en sécurité. Le silence du Flagstaff Medical Center était une suffocation d'une autre nature. La chaleur du désert avait été un ennemi tangible et honnête. C'était un vide froid et stérile, sentant l'antiseptique et un chagrin silencieux et procédural. Carl avait déjà été dans cette aile pédiatrique, pour d'autres cas, pour d'autres enfants, mais jamais comme ça. Jamais quand il sentait encore l'essence lui piquer les narines, une odeur fantôme qui ne voulait pas partir. Il se tenait dans le couloir, son uniforme froissé, taché de sueur, de poussière et de quelques taches sombres et séchées du sang de Rhonda qui s'était transféré du museau de Maverick. Il ressemblait à un homme qui avait rampé hors d'une tombe, et il se sentait comme ça. Il aurait dû être au pote en train d'écrire le rapport, mais il ne pouvait pas partir. Il attendait. Au bout du couloir, aux soins intensifs pédiatriques, Cody, le nourrisson, était stable. C'était un miracle. Il avait été gravement déshydraté et souffrait d'épuisement par la chaleur. Mais il était résilient. Il dormait. Son petit visage n'était plus cramoisi, maintenant d'un blanc laiteux paisible sous la douce lumière bleue des moniteurs. Mais Léo était le problème. Léo était dans la chambre 612. Il était physiquement stable. Une ligne intraveineuse faisait couler des fluides frais dans son bras, le réhydratant, et une épaisse pommade blanche couvrait les brûlures brutes et rouges de la corde sur ses poignets. Mais Léo lui-même était parti. Les médecins avaient un nom pour ça. Aphonie traumatique, un choc psychologique si profond qu'il lui avait littéralement volé sa voix. Mais Cal savait que c'était plus que cela. Le garçon n'avait pas seulement cessé de parler. Il avait cessé d'être. Il était non réactif. Une statue de 7 ans. Il était calé dans le lit d'hôpital surdimensionné, les yeux ouverts, mais fixant un point fixe sur le mur vert pâle, ne voyant rien. Où Cal le craignait, ne voyant que la berline, le ruban adhésif et le visage de sa belle-mère. Un homme sortit de la chambre 612, le visage cendré. C'était David, le père. Il était arrivé il y a 3 heures par un vol d'urgence d'une opération minière au Nevada. C'était un homme grand, au début de la quarantaine, avec les larges épaules d'un homme qui travaillait de ses mains. Mais son corps était affalé, vaincu. Son visage était un masque de perplexité totale. Il portait une chemise de flanelle froissée, un jean et des bottes de travail, complètement déplacés dans cet environnement stérile. Il avait supplié, sa voix lourde. « Léo, c'est papa. Je suis là, fiston. Peux-tu me regarder, s'il te plaît? » Léo avait juste regardé le mur. David s'effondra sur une chaise en plastique dans le couloir, enfouissant son visage dans ses mains, ses épaules secouées par des sanglots silencieux et déchirants. Cal le regarda. C'était le sous-texte. C'était l'échec d'Anna, un enfant piégé, entouré d'adultes qui, par malveillance ou impuissance, ne pouvaient pas l'atteindre. Cal avait fait sa déclaration à la police locale. Il avait fait son rapport à son sergent. Son devoir était accompli. Il devrait se déconnecter, rentrer chez lui, nourrir son chien et dormir pendant une semaine. Mais il ne pouvait pas laisser ce garçon entre les mains d'un père bien intentionné mais brisé et d'une équipe de médecins qui voyaient une condition, pas un garçon. Il devait faire quelque chose. Il avait une idée étrange, brisant de terribles protocoles. Mais c'était la seule chose qu'il avait. Il savait qui Léo avait vraiment besoin de voir. Pas un autre médecin, pas son père en deuil. Il avait besoin de voir l'autre survivant. Il la trouva au poste des infirmières. Dr. Evelyn Harris. Elle était la chef de la psychologie infantile, une femme à la fin de la cinquantaine avec des yeux vifs et intelligents, derrière des lunettes à monture fine et des cheveux gris tirés si fermement qu'ils semblaient ne faire partie de son crâne. Elle portait une blouse blanche impeccable et son expression était celle d'une autorité absolue et sans fioriture. « Dr. Harris, dit Cal, sa voix rauque.
Elle leva les yeux, ses yeux scrutant immédiatement son état échevelé, l'insigne canin sur sa manche, l'épuisement. « Agent Thorne, j'ai lu votre rapport préliminaire. Ce que vous avez fait là-bas, c'était incroyable. Merci, madame. C'est à propos du garçon, Léo. Il ne réagit pas. Il est dans un état de choc catatonique, dit-elle, sa voix sèche. On appelle ça l'aphonie traumatique. Nous le surveillons. Cela prendra du temps. Je ne pense pas qu'il ait le temps, dit Cal, se penchant, sa voix baissant. Il régresse. Je le vois. Nous le perdons. Et qu'est-ce que vous proposez, agent? Nous ne pouvons pas le forcer à parler. Cal prit une inspiration. Je ne veux pas qu'il parle, je veux qu'il réagisse. Il a besoin d'un lien. Quelque chose de ce moment. Quelque chose qui n'était pas le traumatisme. Il a besoin de la solution. Le docteur Harris fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Mon partenaire, mon Kind Maverick, il était là. C'est lui qui l'a arrêté. C'est lui qui a gagné. Son visage se durcit instantanément. Absolument pas. C'est une aile pédiatrique stérile. Je ne vais pas autoriser un chien d'attaque de 90 livres, même un K9 entraîné, à s'approcher d'un enfant vulnérable. C'est contre tous nos protocoles. Le protocole ne fonctionne pas, docteur. La voix de Cal était trop forte et il la força à se calmer. Regardez, regardez son père. Il est brisé. Le garçon est juste parti. Ce chien, il est silencieux. Il est étrange. Il est doux quand il le faut. Juste 5 minutes. Et si le traumatisme a besoin d'un témoin? Et s'il a besoin de voir celui qui l'a protégé? Le docteur Harris le fixa. Elle regarda les yeux désespérés et hantés de Cal. Elle jeta un coup d'œil à David, qui se balançait maintenant d'avant en arrière, fixant le sol. Elle avait lu le dossier de Cal. Elle connaissait l'affaire Anna. Elle comprit que ce n'était pas seulement un flic. C'était un homme cherchant sa propre forme de rédemption. Elle soupira un long son las et remonta ses lunettes sur son nez. 5 minutes, dit-elle sèchement. L'entrée du personnel au bout du couloir, celle marquée linge. C'est un risque biologique. C'est un cauchemar pour les assurances et c'est probablement inutile. Elle regarda la caméra de sécurité au-dessus d'eux. Je serai au poste des infirmières, ne regardant pas ce moniteur avec diligence pendant les 5 prochaines minutes. Si ce chien fait le moindre bruit ou le moindre désordre, agent, je veillerai personnellement à ce que vous soyez suspendu. Est-ce compris? Oui, madame. Merci, dit Cal, le cœur battant. Il se déplaça rapidement. Il ne courut pas. Il alla au toundra, garé dans la zone des ambulances où Maverick l'attendait, alerte. Il utilisa des lingettes antiseptiques de sa trousse médicale, nettoyant méticuleusement les pattes du chien, son museau, essuyant toute trace du désert. D'accord, partenaire, c'est une nouvelle expérience. Saine, ordonna-t-il doucement. Assis, il contourna le hall en utilisant la porte du linge. Le couloir était silencieux. Chambre 612, il poussa la porte. David était toujours dans le couloir. Ils étaient seuls. Léo était exactement comme Cal l'avait laissé. Une petite nature morte de traumatisme fixant le mur. Maverick, sentant la tension, n'haleta pas. Ses griffes claquèrent doucement sur le carrelage. Il marcha droit vers le lit. Le cœur de Cal était dans sa gorge. C'était ça. « Hé, Léo, murmura Cal, sa voix rauque. Tu te souviens de mon partenaire, n'est-ce pas? » Aucune réponse. Léo regardait juste fixement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans des respirations superficielles. Maverick, sans qu'on lui demande, se leva sur ses pattes arrière, plaçant délicatement ses pattes avant sur la barrière du lit, pour mieux voir. Il renifla le bras du garçon. Il laissa échapper un petit gémissement presque inaudible. Toujours rien. Léo était parti. Ça ne marche pas. Cal sentit la familiarité du froid, pressentiment d'échec remontant sa colonne vertébrale. Mais alors Maverick, avec cette intelligence étrange, fit autre chose. Il abaissa ses pattes avant, marcha sur le côté du lit et poussa doucement, très doucement,
sa tête massive sous la main inerte du garçon qui reposait sur la couverture. Il appuya son museau contre la paume de Léo, une offrande, puis il posa simplement sa lourde tête sur la main de Léo, la reposant sur le lit. Un geste de soumission et de réconfort total. Une seconde entière passa. Le corps de Léo, qui avait été rigide pendant 24 heures, tressaillit. Son regard, fixé sur le mur vert pâle, se rompit. Ses yeux papillonnèrent vers le bas, s'élargissant en reconnaissant la tête noire et fauve reposant sur sa main. Il vit le chien. Cal arrêta de respirer, lentement, comme s'il retirait ses membres d'un ciment mouillé. La tête de Léo tourna. Ce fut le premier mouvement volontaire que Cal avait vu faire. Ses yeux, plus vides, étaient grands, concentrés. Il regardait Maverick. Maverick ne bougea pas. Il laissa juste échapper un léger souffle d'air par le nez. L'autre main de Léo, celle avec la perfusion, commença à trembler. Elle se leva d'un pouce, puis d'un autre. Il tendit de la main, ses petits doigts pâles se déroulant. Il ne caressa pas le chien. Il se contenta de saisir. Ses doigts s'emmêlèrent dans la fourrure épaisse, rêche et sombre de l'oreille droite de Maverick. Il se contenta de s'y accrocher. Cal laissa échapper le souffle qu'il retenait, le son rauque dans la pièce silencieuse. Ce n'était pas une guérison, mais c'était la première fissure dans la glace. Cette nuit-là, Cal Thorne ne rentra pas chez lui. Il quitta l'hôpital, conduisit son Tundra au poste et entra directement dans le bureau de son sergent. Il déposa le rapport le plus long et le plus détaillé de sa carrière, citant chaque statut que Rhonda avait violé, de l'enlèvement à la tentative de meurtre. Et puis, il soumit la demande de congé sur laquelle il s'était agonisé pendant des semaines. 3 semaines, sergent, avec effet immédiat. Son sergent, un vétéran grisonnant nommé Hatcher, se contenta de regarder le bulletin d'heures supplémentaire, regarda le rapport et hocha la tête. « Ne me fais pas le regretter, Thorne. » Cal dit juste « Vous ne le ferez pas » et sortit. Il retourna à l'hôpital, gara le Tundra et y retourna, cette fois en civil, portant un jean et un simple shirt gris. Il n'était plus l'agent Thorne, le témoin. Il était juste Cal, l'homme qui ne pouvait pas partir. Il trouva David au même endroit, la cafétéria ouverte 24 heures sur 24, une pièce lumineuse qui sentait le café brûlé et la cire de sol. David était affalé sur la même table, un enveloppement plein et intact devant lui. Cal tira la chaise en plastique et s'assit. Le silence s'étira. Ils ont dit qu'elle l'a fait à cause de l'argent, marmonna David finalement, sa voix épaisse. Parce que mon assurance-vie leur versait une somme, pas à elle. Cal ne dit rien. C'était le cœur du sujet, la terrible confession nécessaire. Elle, Rhonda, elle semblait si normale. Un peu nerveuse peut-être, mais jamais pas ça. David leva enfin les yeux, ses yeux injectés de sang et creux. Je travaille dans une mine, agent. Vous savez ça? Une mine de gypse dans le Nevada. 3 semaines de travail, 1 semaine de repos. Je l'ai épousée parce que je pensais qu'ils avaient besoin d'une mère. Je pensais que je leur donnais une famille. Il s'étrangla sur le mot. Et au lieu de ça, j'ai amené ce monstre dans leur vie. J'ai fait ça. C'est ma faute. Ce n'est pas votre faute, David, dit Cal, sa voix calme mais ferme. C'est la sienne. Mais qu'est-ce que je fais? David saisit soudain le bras de Cal, sa prise étonnamment forte. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Je dois retourner au travail où je perds mon emploi. Je perds de l'assurance. Je perds tout. Mais je ne peux pas les laisser et je n'arrive pas à l'atteindre. Léo, il ne veut même pas me regarder. Le visage de David se froissa. C'était un grand homme, un homme fort, et il était complètement, absolument brisé. « Je ne sais pas quoi faire, murmura-t-il, l'aveu lui arrachant le cœur. Je suis leur père, et je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. » Cal regarda cet homme brisé,
et sentit le dernier morceau de son propre détachement alimenté par Anna tomber. David était autant victime que ses fils. Il n'était pas faible. Il était paralysé. Cal plaça sa main sur celle de David. « Ça va, dit Cal. »« Moi, oui. Je sais quoi faire. Vous n'êtes pas culot. Je prends mon congé. Je reste. Nous allons nous débrouiller. Mais pour l'instant, vous avez juste besoin de respirer. » Et ainsi commença la routine. Le sous-texte devint la vie entière de Cal. Le docteur Harris, fidèle à sa parole, avait vu les données. Au moment où Maverick entra dans la pièce, le rythme cardiaque de Léo, auparavant erratique, se stabilisa. Elle était pragmatique. 10 minutes, et John Thorne, 2 fois par jour à 8 heures et 9 heures. Ascenseur du personnel, et je veux que ce chien soit immaculé. Chaque matin, Cal se réveillait, désinfectait Maverick et le faisait monter par les escaliers de service. Maverick semblait comprendre. Son intelligence étrange était pleinement affichée. Il n'était plus l'arme de 90 livres. Il était une couverture de 90 livres. Il entrait dans la pièce, reniflait Cody dormant dans le petit berceau fourni par l'hôpital, puis marchait jusqu'au lit de Léo. Il ne sautait pas. Il s'allongeait simplement sur le sol, sa tête reposant près de la main de Léo, et laissait échapper un long soupir satisfait. La progression fut agonisamment lente, mesurée en millimètres. Le 3e jour, les yeux de Léo, qui avaient été fixés sur le mur, commencèrent à suivre le chien. Lorsque Maverick se repositionnait, le regard de Léo le suivait, silencieux et intense. Le 5e jour, David était dans la pièce, essayant de parler à son fils de baseball, sa voix se brisant. Maverick, ennuyé, laissa échapper un grand bâillement soupirant et lourd. De Léo, il y eut un minuscule bruit, un petit grognement involontaire. C'était le premier son que quiconque l'avait entendu faire. David se figea, regardant Cal, ses yeux grands d'une espérance désespérée et douloureuse. Cal hocha simplement la tête. Continue. Maverick était le pont. Il était la seule chose dans la pièce qui n'exigeait rien du garçon, mais offrait tout. Force, sécurité et une compréhension silencieuse et partagée du traumatisme qu'ils avaient tous deux survécu. C'était exactement 1 semaine après le sauvetage, 7 jours, la visite du soir, 19 heures. La lumière dans la chambre 612 passait du blanc clinique et lumineux de l'après-midi au doux orange tamisé du coucher de soleil. Cal était là depuis 1 heure, bien après ses 10 minutes allouées. Le docteur Harris ne vérifiait plus. David était en bas à la cafétéria, se forçant à manger. Cal avait trouvé une copie usée de l'appel de la forêt dans le salon de l'hôpital. Il ne savait pas si Léo écoutait, mais le silence était trop lourd. Il devait le remplir. Il s'assit sur la chaise d'invité inconfortable, lisant à voix haute, sa voix un monotone bas. Il était battu. Il le savait. Mais il n'était pas brisé. Il vit une fois pour toutes qu'il n'avait aucune chance contre un homme armé d'un gourdin. Maverick était au pied du lit, profondément endormi, ses pattes tressaillant alors qu'il rêvait de chasser des lapins. Un ronflement sifflant des doues venait de lui à chaque respiration. Il était trop sage pour se rebeller. Il sauta sur le côté, puis Cal s'arrêta. Il sentit un changement dans l'air. La pression dans la pièce avait changé. Il leva les yeux du livre. Léo, qui ne s'était pas assis seul depuis 1 semaine, était assis droit comme un nid. Sa blouse d'hôpital était tordue, ses cheveux emmêlés, mais ses yeux étaient grands et vivants. Ils étaient vifs, concentrés et remplis d'une curiosité intense et désespérée. Cal se figea. Il n'osa pas respirer. Léo. Le garçon ne regarda pas Cal, il leva lentement, agonisamment, sa main gauche, celle sans la perfusion. Son bras tremblait de l'effort. Il pointa du doigt. Il ne pointait pas Cal. Il ne pointait pas le mur. Il pointa directement vers la masse de fourrure de 90 livres, endormie et ronflante au pied de son lit. Le cœur de Cal martelait ses côtes. La bouche de Léo s'ouvrit. Ses lèvres étaient gercées et sèches. Un petit son rauque sortit. Une bouffée d'air. Il fronça les sourcils, frustré. Il essaya de nouveau,
forçant le son de son diaphragme, son petit corps se tendant. Non, le mot était un miracle. Ce n'était qu'un murmure, un léger raclement, mais il était formé. C'était une question. C'était le premier pas terrifiant et courageux de retour dans le monde. Cal sentit la piqûre des larmes dans ses propres yeux, une brûlure choquante et inconnue. Il ravala la boule dans sa gorge, forçant sa propre voix à être absolument calme, absolument stable. Il ne voulait pas effrayer le garçon. « C'est ça, fiston. » Il hocha la tête, suivant le doigt pointant du garçon. « C'est lui. » Il prononça le nom clairement, comme s'il présentait un roi. Son nom est Maverick. Léo fixa le chien, qui renifla dans son sommeil, son oreille tressaillant. Léo le regarda longtemps. Il sembla traiter l'information. Il regarda sa propre main, puis de nouveau le chien. Puis, si doucement que Cal crut presque l'imaginer, le garçon répéta le nom. « Mav », dit-il juste une fois. Puis, comme si l'effort de ce seul mot l'avait vidé de tout, Léo se recoucha contre les oreillers. Ses yeux, cependant, ne retournèrent pas vers le mur. Ils restèrent fixés sur le chien. Et pour la première fois depuis que Cal l'avait tiré de cette voiture imbibée d'essence, Léo les ferma. Il tomba dans un sommeil profond et véritable. Cal s'assit sur la chaise, le livre ouvert, oublié sur ses genoux, son corps entier tremblant d'un soulagement si profond qu'il en était presque douloureux. Le silence était rompu. Les rouages de la justice, qui avaient semblé si lents et indifférents durant l'affaire Anna, bougèrent avec une rapidité soudaine et terrible pour Rhonda. La preuve n'était pas circonstancielle, elle était accablante. Le témoignage de Cal fut clinique, précis et accablant. Il raconta l'odeur de l'essence, le ruban adhésif sur la bouche de Léo, le sourire étrange sur le visage de Rhonda et l'éclat du Zippo. Mais le véritable témoin était la preuve médico-légale sur le Zippo lui-même. Les empreintes digitales de Rhonda, claires et parfaites. Cela, combiné aux fibres de corde correspondant à celles trouvées dans son camion, au jerrycan d'essence acheté avec sa carte de crédit 1 heure auparavant, et aux rapports médicaux détaillant les graves lésions nerveuses que la morsure de Maverick avait infligées à son bras armé du couteau, peignait un tableau si brutal que l'avocat de la défense s'abstint d'appeler le moindre témoin. Rhonda, qui avait été l'image du calme froid et calculateur dans le désert, était une personne différente au tribunal. Sa maigreur nerveuse était devenue une maigreur effrayante. Ses yeux plats et morts étaient maintenant remplis d'une rage maussade et impuissante. Elle fut condamnée sur tous les chefs d'accusation, y compris 2 chefs de tentative de meurtre capital sur mineurs. Invoquant l'extrême dépravation et l'absence sociopathique de remords, le juge la condamna au maximum 2 peines de prison à perpétuité consécutive. La porte se referma. Rhonda était partie. Mais pour Cal, David et les garçons, le véritable procès ne faisait que commencer. Le contenu principal de leur vie était maintenant une question de survie. David, le père des garçons, était un homme à la dérive. Il assista à chaque audience, assis au dernier rang, sa grande silhouette se rétrécissant à chaque nouveau détail révélé sur ce que ses fils avaient enduré. Il était retourné à son travail à la mine, Il le fallait. Les frais médicaux pour 2 enfants, dont un en thérapie intensive, étaient astronomiques. Il était piégé dans le même cycle que Rhonda avait cherché à exploiter. 3 semaines au Nevada, 1 semaine à Flagstaff. Pendant sa semaine de repos, il était un fantôme à l'hôpital essayant de se connecter avec un fils qui, bien que guérissant, était toujours enfermé dans ce silence. Les 3 semaines de congé de Cal s'évaporèrent dans un tourbillon de visites à l'hôpital et de paperasse juridique. Il vit le problème. David était un homme bon, mais brisé. Et Léo avait besoin de cohérence. Léo avait besoin de l'homme et du chien qui avaient été là. Cal sentit la vieille culpabilité d'Anna monter en lui. Il avait échoué avec cette fille parce qu'il était parti. Il ne pouvait pas laisser celle-ci. Son sergent, Hatcher, l'avait appelé brusquement. « Thorne, vous reprenez la rotation de patrouille le lundi. Je suis à 0. Ne soyez pas en retard. »
Cal se tenait dans son petit appartement vide, celui qu'il n'utilisait que pour dormir, et regarda la feuille d'affectation K9 Delta. Il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas retourner sur les étendues solitaires et infinies de l'I-40, attendant la prochaine tragédie, alors que celle-ci se déroulait encore dans son rétroviseur. Le sous-texte était une décision. Le lendemain matin, Cal entra dans le bureau de Hatcher en uniforme. « Sergent, dit-il, je ne peux pas prendre le poste de patrouille. » Hatcher soupira, se frottant le visage. « Thorne, si vous démissionnez... » « Je ne démissionne pas, » interrompit Cal. « C'est poste administratif, celui des archives et des preuves, le 9 à 5. Je le veux. » Hatcher fut stupéfait. Le tueur de carrière. Thorne. C'est là que les maîtres chiens vont mourir. C'est un travail de bureau. Non, sergent, dit Cal, sa voix ferme pour la première fois depuis des années. C'est là que je vais vivre. J'ai besoin de stabilité. J'ai besoin de nuits libres. J'ai besoin d'un emploi du temps. Je postule pour ça. Hatcher, perplexe, hocha simplement la tête. C'est votre carrière. 2 jours plus tard, Cal Thorne, le meilleur maître chien du département, traitait des manifestes d'inventaire. Et ce même jour, il mit son condo en vente. Il se vendit en 1 heure. Il prit l'argent et loua un petit bungalow délabré de 2 chambres à la périphérie de la ville. Il était laid. La peinture s'écaillait, mais il avait une chose que son condo n'avait jamais eue. Une haute clôture en grillage et un petit carré de pelouse clairsemée. Un jardin. Le climax n'était pas une explosion. C'était une conversation. David rencontra Cal à la maison louée. Il tenait 2 valises. L'appel de Rhonda a été rejeté, dit David. Sa voix creuse. C'est vraiment fini. Oui, dit Payne. C'est fini. David regarda la triste petite maison, puis Cal. Je dois retourner au Nevada demain. 3 semaines. Il ressemblait à un homme marchant vers sa propre exécution. Je ne peux pas. Je ne peux pas emmener Léo à la mine, et il ne veut pas aller chez mes sœurs. Il panique. Il ne se sent en sécurité que quand il est ici. David hocha la tête vers Maverick, qui était assis patiemment au pied de Cal. Alors, qu'est-ce qu'on fait, David? Demanda Cal. David, l'ingénieur, l'homme de logique, présenta sa solution. J'ai parlé au Dr. Harris et j'ai parlé à un avocat. Il prit une profonde inspiration. Je garde ma maison, je garde mon travail, mais j'ai trouvé un nouveau site. Il n'est qu'à 80 miles d'ici. Je peux être à la maison les week-ends, mais je ne peux pas faire les semaines. Pas avec Cody qui a encore tellement besoin et Léo. Léo a besoin de vous. Il vous fait confiance. Qu'est-ce que vous dites, David? Je dis que je suis leur père. J'aurai toujours la garde principale. Mais je demande au tribunal, avec la pleine recommandation du Dr. Harris, de vous nommer co-tuteur légal, médical et éducatif. Cal fut stupéfait. Co-tuteur, c'est la seule solution, Cal. La voix de David se brisa enfin. Une année de douleur refoulée sortant. C'est mon fils, mais vous et ce chien, vous êtes ceux qui l'avaient sauvé. Je suis juste celui qui l'a laissé tomber. S'il vous plaît, aidez-moi à ne plus le laisser tomber. Cal regarda cet homme, pas brisé, juste plié. Il regarda la maison vide, le nouveau travail de bureau qu'il détestait, le jardin qu'il avait loué pour un chien. Il comprit enfin. C'était de la rédemption qu'il attendait. C'était la réponse à Anna. « D'accord, David, dit Cal, sa voix stable. Oui, nous serons co-tuteurs, 6 mois plus tard. » L'air était frais, l'odeur du pain se mêlant au grésillement d'un barbecue. Le cadre était le petit jardin, mais il n'était plus délabré. La clôture était réparée, l'herbe était verte. David, portant un tablier ridicule Kiss the Cook, était au grill, retournant des hamburgers. Il était rentré pour le week-end. « Ça brûle, Cal, cria-t-il. « Il ne brûle pas. »« Tu es juste impatiente, cria Cal en retour. Il était en jean et shirt, une balle de tennis à la main. Cody, maintenant un solide bambin d'1 an, titubait de manière instable sur la pelouse, fonçant droit vers le grill,
sa progression marquée par des titubations déterminées et maladroites. « Maverick, va le chercher! » rit Cal. Maverick, le chien silencieux, l'âme létale, sembla soupirer. Il trotta non pas avec menace, mais avec la patience lassée d'une nounou, et poussa doucement la couche de Cody, éloignant le bébé du gris chaud et le ramenant vers l'herbe, où il le posa rapidement. « Mon tour! » cria une voix. Léo, maintenant âgé de 8 ans, maigre mais vibrant, sprinta à travers le jardin, ses baskets soulevant de la terre. Il n'était plus la statue silencieuse. Il était juste un garçon, bruyant et joyeux. « Mav, tu es censé attraper la balle. »« Lance-la, oncle Cal. »« Lance-la. » Cal se prépara et lança la balle. Maverick, son devoir de nounou accompli, explosa à travers le jardin, l'interceptant, et les deux, le garçon et le chien, tombèrent sur l'herbe, un désordre de queues qui remuait et de rires aigus. Cal se tenait là, observant la scène. Le grill, les enfants, le chien. David, tenant une bière, vint se tenir à côté de lui. « Il a l'air bien, » dit David doucement. « Oui, » dit Cal, la gorge serrée. « Il l'est. » Cal regarda la vie dans son jardin, le bruit, le chaos, la famille, et pensa à Anna, la fosse peu profonde, le silence. Il pensa à son ancien appartement, l'autoroute sans fin, la solitude écrasante. Et pour la première fois de sa vie, Caleb Thorne, l'homme qui fuyait tout, réalisa qu'il ne fuyait plus. Il était enfin, et de manière improbable, chez lui. Cette histoire nous enseigne que les miracles sont souvent silencieux. Ils sont l'instinct tenace d'un chien fidèle ou la cicatrice douloureuse d'un échec passé. Dieu n'a pas effacé la mémoire d'Anna de Cal. Il l'a transformée en la force qui a sauvé Léo et Cody. Cal était un instrument de la Providence, placé sur cette route à cette seconde exacte. Dans nos propres vies, lorsque nous ressentons cette étrange et soudaine envie d'aider, c'est la façon de Dieu de nous demander d'être ses mains. Vous pourriez être le miracle que quelqu'un d'autre prie pour. Si cette histoire de rédemption a touché votre cœur, partagez-la avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour ne jamais manquer une histoire d'espoir. Nous prions pour chaque personne qui regarde ceci. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles, et qu'il vous donne le courage d'être le Cal de Léo pour quelqu'un d'autre. Si vous croyez que Dieu place encore des héros, humains et animaux, exactement là où ils sont le plus nécessaires, montrez votre foi en commentant Amen ci-dessous.